Bonjour, alors je vous attrape 2 secondes avant de commencer la vidéo. Ce que vous allez regarder, c'est donc l'épisode pilote de mon émission, dont le but est d'offrir une interview un peu plus intimiste que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est de vraiment faire connaissance avec quelqu'un comme si on venait de le rencontrer sans caméra. Donc voilà, comme ça vous pouvez avoir un petit peu le concept grâce à cet épisode. Donc je vais pas vous déranger plus longtemps. Juste avant, je vous implore un peu votre clémence quant aux effets du soleil sur mon t-shirt. Je ne peux pas y faire grand chose, je ne peux pas régler ça au montage, donc n'y prêtez pas attention et profitez bien de la vidéo. Bon visionnage. Bienvenue dans L'être aimé, et aujourd'hui on reçoit Florian Alain. Dans cette émission, nous allons faire connaissance avec ceux que vous connaissez sans vraiment les connaître. Aujourd'hui, Florian Alain, comme vous pouvez le voir, fier breton, va nous présenter sa région, mais pas que. Dans cette émission, à portée littéraire, nous allons faire connaissance avec une personnalité de la littérature. Florian nous a ramené, pour faire connaissance, quelque chose qui lui tient à cœur. Tout d'abord, commençons avec la boisson. Un cidre brut bien de chez lui. Écoute, il est très bon. J'ai l'impression d'être à Brest, chez moi. Ah, donc la Bretagne. Voilà, exactement. Alors Florian, pourquoi en plein cœur de la Provence, sous le son des cigales, nous partageons un kouign-amann et du cidre brut? Eh bien, tout d'abord parce que je suis né à Brest, en Bretagne, à l'extrême ouest de la Bretagne, et que chez nous, le cidre et le kouign-amann, c'est ce qu'on déguste habituellement dans nos repas. Alors là j'entends, Chez quand moi, on dit ouais. kouign-amann, est-ce qu'on le prononce tous mal? Et il y a une prononciation à la bretonne. Après, je ne suis pas un breton bretonnant, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours entendu dire mes grands-parents et mes arrière-grands-parents dire le kouign-amann. Donc, on dit le kouign-amann. Alors, Gâteau au beurre en breton. Voilà. on va déguster ça. Donc, gâteau au beurre, pour ceux qui ne connaissent pas la recette, donc c'est de la pâte feuilletée avec du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre qu'on met au four. En tout cas, c'est la réputation qu'on en a. Et l'idéal, bon là effectivement en extérieur c'est compliqué, mais c'est de le faire tiédir au four. Et D'accord. tu rajoutes dessus une petite lichette, comme on dit en Bretagne, de crème fraîche ou de glace à la vanille. C'est très bon à savoir. Voilà, et ça je peux te dire que c'est très bon. Et en plus avec le sucre, ça caramélise, et c'est excellent. Alors, En tout cas, tu as très bien choisi, il est très bon. comme je vous ai dit, nous sommes dans une émission littéraire. C'est un peu curieux de commencer avec une assiette et un verre. Tout simplement parce que pour rentrer dans l'histoire de quelqu'un, la première étape, c'est par savoir ce qu'elle mange. Breton que tu es, j'aimerais que tu nous parles de la Bretagne. Tu as grandi en Bretagne, depuis quand as-tu quitté ta terre natale? Dis-nous Alors, tout. alors effectivement, donc, je m'appelle donc Florian Alain, j'ai 35 ans, né à Brest, donc à l'extrême ouest de la Bretagne, dans le Finistère. Donc Brest, une belle ville à l'extrême ouest de la Bretagne où j'ai grandi toute mon enfance. Florian Alain, aujourd'hui on te connaît parce que tu organises des événements, tu es le président de l'association Unisson. Récemment, on t'a connu pour le Salon du Livre de Jamnos, pour la fête du livre de Saint-Chamas. On t'a aussi vu pour le Salon du Livre d'Aubagne. Mais qui es-tu réellement? Qui je suis On te voit de partout, mais on ne sait pas qui tu es. Écoute, comme tu l'as dit, je suis le président de l'association Unisson, qui est une association loi 1901 qui a pour objectif l'aide à la création artistique sous toutes ses formes. Donc là, effectivement, dans le cadre d'aujourd'hui, c'est la littérature, mais c'est aussi sous toutes ses formes, que ce soit la musique, le cinéma et la littérature. Et voilà, donc c'est une association qui a été créée il y a 2 ans. En compagnie de Alice Masson, qui est la trésorière, Dominique Guénin qui est la secrétaire et Christelle Avon qui est la secrétaire adjointe. Et le but de cette association, comme tu l'as dit, voilà, c'est de faire, d'organiser des salons, d'organiser des séances de dédicaces, d'être une passerelle entre les auteurs et le public qui adore venir rencontrer des auteurs sur les salons. Et comme tu l'as dit toi-même, on l'a organisé le Salon du Livre de Gémenos, la première édition de la Fête du Livre de Saint-Chamas qui s'est déroulée début juillet, qui a été un énorme succès sous la présidence de Daniel Picouli, qui a été organisée par l'association Unisson, mais surtout par Christelle Avon, qui est aussi, comme on l'a dit, secrétaire adjointe, mais libraire sur Saint-Chamas, qui a fait un travail remarquable. Et on organisera là prochainement le Salon du Livre de la Bouilladis le 5 octobre. Alors pourquoi un Breton qui nous ramène à Bretagne avec nous fait ces salons ici, en Provence? Quel est ton parcours? Pourquoi tu atterris ici? Alors j'ai atterri ici à Marseille, ça va faire pratiquement 6 ans au mois de septembre, parce qu'à l'époque, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai grandi à Brest, et c'était une envie personnelle, professionnelle de se déplacer dans le sud de la France, puisque j'avais de la famille ici sur Marseille, à Ansuez-la-Rodonne exactement. Et voilà, j'ai demandé à mon patron à l'époque, il y a 6 ans, voilà, vu que je travaillais dans une entreprise de commercial, de téléphonie, tiens, est-ce qu'il serait possible d'avoir une mutation? Ah bon, toi, tu voudrais aller où? J'ai dit, écoute, moi j'aimerais bien aller me rapprocher de ma famille sur Marseille. Écoute, ok, on te tient au courant. Donc ça, c'était au
au mois de mars. Au 1er avril, mon patron vient me voir, il me dit, bah écoute, il y a une place à Marseille qui se libère au 1er septembre si tu es dispo. Voilà, j'ai dit, l'occasion se présente. Donc on a fait les démarches et je suis arrivé ici au 1er septembre 2018, si je ne me trompe pas. Et voilà, et depuis, je suis ici, ça se passe très bien. J'ai le même temps, la même dynamique qu'en Bretagne, juste avec le soleil et la chaleur en plus. Donc pas trop le mal du pays. Bah non. Non. La Bretagne me manque, mais je suis très bien ici en Provence. Je suis arrivé ici pour des envies professionnelles, donc j'imagine que tu n'as pas toujours créé des événements littéraires. Eh non. Tu peux nous en parler un petit peu? Mais bien sûr. Alors de base, je suis diplômé de menuiserie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dans mes bagages un CAP menuisier que j'ai obtenu en 2007 chez les Compagnons du Devoir à Brest. Et de là, c'est suivi. Donc j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage à Brest. J'ai eu mon CAP en poche et je suis parti sur ce qu'on appelle chez les Compagnons du Devoir le célèbre Tour de France. Donc je suis parti, moi j'avais choisi la ville, j'avais envie d'aller à Paris, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette ville et on le voit encore aujourd'hui avec les JO, j'adore cette ville, ce qu'elle dégage, le dynamisme et surtout l'architecture. Donc je dis je vais commencer ma carrière de menuisier chez les Compagnons du Devoir à Paris. Bon, j'ai pas eu trop de chance parce que j'ai pas atterri à Paris, mais à quelques kilomètres à côté de Mantes-la-Jolie, pour ceux qui connaissent, dans la ville d'Épône. Voilà. Au bout d'un an, donc voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et au bout d'1 an, effectivement, on est en 2008, pour ceux qui savent, voilà, la crise financière est arrivée et malheureusement, l'entreprise où j'ai été avait quelques difficultés, donc les derniers arrivés, les premiers partis et je suis donc par obligation rentré sur Brest, j'ai quitté les Compagnons et j'ai commencé à faire quelques missions d'intérim dans la menuiserie. De là, je me suis intéressé, pourquoi, je ne sais pas, à la politique. Donc j'ai exercé un petit peu de politique, du militantisme à l'époque. Et j'ai été après appelé par un député européen qui a voulu que je sois son assistant parlementaire. Voilà, donc j'ai été aussi assistant parlementaire d'un député européen qui était aussi maire d'une grande ville en Bretagne. Où là, entre les compagnons et la politique, je me suis appris, tu vois, je me suis découvert une certaine, voilà, que j'étais quand même assez droit dans la vie, que j'étais carré, que j'aimais les choses faites, bien faites. Donc c'est peut-être de ça aussi qu'il y a mon caractère, parce qu'on dit souvent t'es têtu. Ah mais c'est normal, je suis breton. Oui, mais il y a aussi ce côté où voilà, j'ai eu aussi une éducation où voilà, on aime les choses bien faites, on aime que les choses soient faites. Si je dis que je fais, je le fais. Quand tu commences à me connaître, quand je dis que je vais le faire, je le fais. Donc j'ai été assistant parlementaire, mais après j'ai enchaîné plein de petits boulots. Et aujourd'hui, je travaille, chose tout à fait arrivée comme ça, mais où ça se passe très bien. Je travaille aujourd'hui dans une association de protection de l'enfance. Alors, Florian, quand on mange ce kouign-amann, à quoi ça te renvoie aujourd'hui? Ce kouign-amann, tu ne nous l'as pas recommandé pour rien. Bah, quand je mange du kouign-amann et que je bois du cidre, je me rappelle les après-midi chez mes grands-parents. Voilà, c'est vrai que quand on était enfant, parce que j'ai un petit frère et une grande sœur, je suis au milieu, donc toujours la meilleure place. Et en fin de compte, c'est vrai que tu comprends. Et c'est vrai que voilà, quand mes parents travaillaient, c'était on va les déposer, comme je pense ça se passe dans beaucoup de familles, on va les déposer chez papy, mamie. Voilà. Et je me souviens de ces après-midi où des fois c'était les crêpes au Nutella, des fois c'était les crêpes au beurre de micelle, attention. Attention, ouais. Ah, mon Ici, Bretagne, on boit rigole beaucoup pas. du beurre doux, mais voilà, le beurre de micelle. Et c'est vrai que je me rappelle de ces après-midi où des fois mes grands-parents recevaient des amis, voilà, et qu'on mangeait du kouign-amann. Alors à l'époque, je le dis, on n'avait pas le droit de boire du cidre, mais j'ai un grand-père voilà, avec qui je m'entends très bien, que c'est mon parrain d'ailleurs, et je l'embrasse, et avec qui de temps en temps me faisait goûter son cidre. Donc voilà, d'où vient cette idée du kouign-amann avec le cidre? C'est ces après-midi-là chez les grands-parents, où on mangeait, on buvait, et s'en suivait ensuite des parties de domino, de pétanque avec les grands-parents, et franchement, j'adore. Bon, on a aussi le Souchen, mais bon, ça, le Souchen, je me suis dit, bon, une interview en fin d'après-midi, si tu voulais qu'on soit bien dans l'émission, il valait mieux commencer par le cidre. Je te ferai goûter du Souchen quand tu m'aurais invitera, si tu m'aurais invité. Mais voilà, en tout cas, le Souchen, voilà, c'est un alcool à base de miel, sucré aussi, donc ça passe très bien, mais voilà, au bout de 2 verres, si tu n'as pas l'habitude... tu vois, comme on dit en Bretagne, tu vois danser la gavotte, quoi. Donc tu vois, c'est avec les petits doigts. Voilà. Tu as eu tout un parcours dans la menuiserie, dans la politique. Aujourd'hui, tu fais des événements littéraires. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on peut être un personnage du monde littéraire sans pour autant être écrivain? Oh là, ça c'est toi qui le dis. En tout cas, moi je suis fier aujourd'hui de faire ce que je fais, d'avoir ce retour des auteurs, puisque c'est vrai que quand on organise des salons, on prend contact avec des maisons d'édition, avec des auteurs. Des fois c'est dur, parce qu'il y a des gens qui, quand tu arrives à les contacter, tu te dis, mince, j'ai réussi à les avoir, quoi. Tel auteur m'a répondu, telle maison d'édition m'a proposé tel et tel auteur, je ne m'y attendais pas.
Donc dire que je suis un personnage littéraire aujourd'hui, non, mais avoir cette fierté de dire, bah voilà, tout ce qu'on a fait avant et comme je te le dis, tout ce qui arrive après, là aujourd'hui vraiment je suis fier d'avoir, à côté de Feuilleté, organisé cette première édition de la fête du livre de Saint-Chamas, sous la présidence de Daniel Picouli encore une fois, mais que tous les auteurs sans exception nous ont tous dit, ce que vous avez fait, cette première édition, c'est ce qui vaut en général, voilà, en termes de fréquentation, en termes de vente, en termes d'ambiance. En général, on voit ça sur les 3e, 4e éditions. Là, on a réussi à le faire sur une première édition. On avait des auteurs régionaux, on avait des auteurs locaux, on avait des auteurs nationaux. Tous sont repartis, le sourire aux lèvres, contents. On reçoit encore des messages aujourd'hui de satisfaction en disant, bah voilà, je veux revenir l'année prochaine. Malheureusement, bah, les places elles sont quand même assez réduites. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, personnage de la littéraire, je dirais. Si tu le dis, oui, mais voilà, surtout une fierté d'avoir organisé toutes ces En choses-là. tout cas, aujourd'hui, vers le pays d'Aubagne, quand on entend parler d'un salon du livre, souvent Florian Alain n'est pas très loin. Ah bah oui, oui, après je remercie encore une fois la ville d'Aubagne et son parrain, Bruno Carpentier, qui m'a fait bon, bah, cet honneur d'être depuis la première édition. Donc là, on arrive bientôt sur la 3e. D'être donc ce qu'on appelle ici le monsieur loyal, c'est-à-dire la personne qui tient le micro, qui anime le salon, qui fait les interviews avec les auteurs. Et franchement, je peux vous assurer que voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu me donnes un micro, je t'anime ce que tu veux. Bon, sauf ton émission, je te rassure. Je me pique pas ma place. Hein. Non, 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 ça c'est non, non. Mais voilà, en tout cas, voilà, être le monsieur loyal du salon de la ville d'Aubagne. Encore une fois, merci à la ville d'Aubagne, merci à Bruno Carpentier pour sa confiance. Mais encore une fois, voilà, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que, bon, d'accord, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'aime lire. J'aime ce monde de la littérature, mais c'est surtout rencontrer du monde. Et c'est déjà ce que je faisais un petit peu dans le monde de la politique, mais bon, un peu différemment aujourd'hui, mais c'est d'aller en contact des gens, parler de choses qui nous intéressent. Et c'est vrai que le monde de la littérature, les auteurs, souvent on dit « Ah, mais c'est les auteurs, un peu comme les acteurs, ah, c'est des gens fermés, c'est difficile de discuter avec eux. » Alors que le livre, justement, il demande à être ouvert. Et bien avec ces auteurs-là et avec les gens qu'on invite, on arrive à le faire et c'est ce que j'apprécie. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est tout le but de cette émission. C'est que l'écrivain a un petit peu cette place mystique dans le monde. On connaît un petit peu les acteurs, c'est facile de savoir tout sur eux. Les écrivains, c'est un peu différent et c'est intéressant d'avoir des personnages comme toi parce que c'est grâce à toi que ces écrivains se rendent compte, que ces écrivains se montrent au monde grâce à ces salons. Tu gravites tout le temps dans ce monde littéraire. Toi, Florian Alain, aujourd'hui, à travers ton expérience que tu as obtenue durant ces salons passés, durant tes interventions notamment au salon des écrivains du Pays Aubagnais, qu'est-ce que ça présage de ton futur? Qu'est-ce que ça présage du Florian Alain que tu veux devenir? Voilà, très bonne question. Moi, ce que j'aimerais demain, enfin, si ça peut être un des projets, c'est vraiment d'avoir mon entreprise d'animation, d'organisation d'événements culturels. Voilà, pour ceux, on aura peut-être encore une fois l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai animé une émission littéraire où je recevais tous les vendredis soirs des auteurs à venir discuter de leurs livres et de leur passion, avec Sonia Robinard, donc, qui faisait les chroniques des livres, avec Marie Méran, qui lisait des extraits en direct. Et je m'étais dit, voilà, moi, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui d'animer un talk show, d'animer quelque chose où les gens, tous les vendredis, ça devient le rendez-vous. On me dit souvent, Florian, t'es le Jean-Pierre Pernaut du 20h. Parce que l'émission se passait à 20h. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Chiche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi quand je dis que je le fais, voilà, je le fais. C'est un jour voilà, d'avoir ma propre émission, d'avoir mes propres salons, voilà, d'avoir mon entreprise pour organiser tout ça. Et pourquoi pas un jour ouvrir aussi une librairie pour recevoir des auteurs, discuter avec les gens. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pouvoir discuter avec les gens, dire tiens, tel livre tu l'as lu, non, pourquoi? Bah, parce que je connais pas l'auteur, de te faire connaître l'auteur, que tu lis le livre et en fait après on échange le Queen Amand, le cidre, ce que tu veux autour de cet auteur, autour de ses lectures. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Et si ça peut devenir mon métier, avec grand plaisir. Alors, on reste sur le domaine littéraire. Tu nous parles d'une potentielle librairie. Du coup, ma question naturelle. Es-tu un lecteur? Et surtout, as-tu des petits projets d'écriture restés sous le placard? Alors, est-ce que je suis un lecteur? Oui, c'est vrai que je lis pas mal, même si je dois l'avouer, je lis de moins en moins parce que voilà, l'emploi du temps ne me le permet pas et au moment où je me pose pour lire, je lis 1 ou 2 chapitres et je m'endors. Mais en tout cas, voilà, je suis un très grand lecteur parce que j'aime aussi faire des retours de lecture, échanger avec les auteurs. Et est-ce que j'ai pour le projet d'écrire? Eh ben, je vais te l'avouer que j'ai commencé à écrire quelques lignes sur un format Word. Bon, j'avais commencé ça il y a quelques années. Hein.
Voilà. Donc il y a quand même une ambition aussi de peut-être montrer ton livre sur un salon. Comme disait Napoléon, impossible n'est pas français. Donc je te l'avoue, voilà, j'ai aujourd'hui un texte et demi. Voilà, parce que j'avais commencé à écrire quelque chose sur quand j'étais chez les Compagnons. Parce que petite anecdote, et je pense que j'en ai jamais parlé, c'est que tous les soirs, quand j'étais chez les Compagnons du Devoir, tous les soirs, en fait, si tu veux, je ne vais pas dire que c'est comme à l'armée, bon, c'est assez strict, il y a des règles à respecter, mais il n'y avait pas de couvre-feu. Mais à partir du moment où on disait tout le monde au lit, bon, il ne fallait pas que tu sois dans la cour en train de traîner. On se demandait qu'est-ce que tu faisais là, et voilà. Et moi, mon truc, c'était d'aller dans la cuisine tous les soirs, et j'appelais mon père. Parce qu'avec mon père, on parlait de tout, on parlait de politique, on parlait de tout. Aujourd'hui, on parle littérature, mais on continue à parler politique, même si c'est moins passionnant qu'à l'époque, mais on continue à parler politique. Et là, en fin de compte, je l'appelais. Et j'avais commencé à écrire en disant, voilà, je suis chez les Compagnons. Un peu comme un journal, si tu veux. Voilà, avec mon père, j'ai dit ça, j'ai dit ci. J'avais eu la chance d'aller visiter l'Élysée à l'époque, parce qu'on avait participé aux Journées du patrimoine, de l'Assemblée nationale. Un peu Donc, tu veux, la Madame de Sévigné des temps modernes. voilà, c'est ça. J'écrivais en disant, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Et l'autre jour, je suis tombé dessus. Et j'avais commencé à écrire aussi, mais ça c'était plus en 2010. J'ai commencé un thriller. Voilà. D'accord. Pourquoi ? Et encore, je te dis 2010, ça c'était 2010, c'était pour les Compagnons. Mais là, récemment, ça devait être en 2018-2019. Pour la petite anecdote, voilà, parce que bon, j'ai eu une vie avant avec une personne qui avait une fille. Et son devoir, c'était avec un auteur que tu connais, Emmanuel, René Frény, qui devait intervenir dans son lycée et qui lui avait dit, tiens... Un écrivain connu à Marseille, très notamment. Connu, René Frény, avec son dernier livre, Minuit dans la ville des sons, chez Gallimard. Et enfin, le devoir, c'était écrivez 3-4 lignes sur le début d'une histoire et ensemble, on essaiera d'écrire la suite. Bon, ma belle-fille à l'époque, c'était tiens, Florian, toi qui aimes lire, toi qui es littéraire, commence à écrire un truc. Bon, j'avais commencé. Bon, je lui ai donné, elle est partie en cours avec. Mais ce qu'elle ne sait pas ou ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai continué derrière. Oui. Et je suis arrivé aujourd'hui on va dire, sur un Word, je suis arrivé à peu près à 25-26 pages. Et on m'a dit, 25-26 pages sur un Word, ça commence à faire un petit bouquin. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas continué, mais est-ce que je continuerai ? Pourquoi pas, un jour, on essaiera. Donc trouver le livre de Florian Alain un jour sur un rayon n'est pas exclu. Ah écoute, impossible n'est pas français, comme on l'a dit. Donc si un jour on l'a, mais pourquoi pas ? On a parlé de tes origines, on a parlé du fait qu'ici on tourne en plein cœur de la Provence, on peut l'entendre derrière peut-être. Alors si on lit un petit peu ces deux sujets, on arrive très rapidement sur les langues régionales. Ici, on a notre fier provençal. Vous avez votre breton. Mais malheureusement, à l'inverse du provençal qui a été amené au prix Nobel par Frédéric Mistral, vous n'en avez pas eu cette chance. Aujourd'hui, les mots bretons sont très peu connus en France. Toi, quelle relation tu as avec cette langue ? Qu'est-ce que tu penses de l'usage de ces langues régionales ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit être porté à crédit ? Est-ce que c'est une partie du passé qui doit être oubliée ? Non. Et parles-tu un petit peu de breton ? Alors, est-ce que je parle le breton ? Non. Est-ce que je connais quelques mots ? Bon, comme tout le monde connaît, le kenavo, qui veut dire au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt, en breton, ça se dit kenavo avechal. Voilà, kenavo avechal, ça, quand on te dit ça, c'est au revoir, à bientôt. Après, tu as degemermat, qui veut dire bienvenue en Bretagne, bienvenue, pardon. Après, tu as Nedeleg Lawen qui veut dire Joyeux Noël, Bloavezmad qui veut dire bonne année. Après, bon, comme toutes les langues, il y a des insultes, machin. Bon, ça, on ne le dira pas, mais en tout cas, voilà. Moi, elles sont importantes dans le vocabulaire, ceci dit. Oui, surtout que moi, le rapport que j'ai avec la langue bretonne, c'est encore une fois avec mes grands-parents. Parce qu'en général, dans les repas de famille, quand ça commençait à parler breton, et j'ai entendu mon père dire ça aussi, mais avec ses grands-parents, avec ses parents. Là, tu te disais, tu regardais les frères et sœurs, les cousins, tu disais, bon, là, c'est le moment de déguerpir parce que ça va parler sérieux et que, voilà. Voilà, mais voir mes parents parler breton, j'en ai des souvenirs. Entendre ma grand-mère me dire pimor. Pimor, ça veut dire cochon. Pourquoi ? Parce que j'avais souvent l'habitude, bon là je le fais pas, je me tiens, mais j'avais peut-être souvent l'habitude de mettre à manger sur mon pantalon. Bon, ça m'arrive encore une fois. Mais d'entendre ma grand-mère me dire Florian, pimor, cochon. Voilà. Corky, crotte de chien. Voilà, c'est la petite insulte. Voilà. Et, des fois, elle sortait ça comme ça Corky, crotte de chien. Bon, pourquoi Quand elle s'énervait, c'était comme ça. Ma grand-mère, quand elle s'énerve, elle parle breton. C'est bon à savoir. Et voilà, mais voilà le rapport que j'ai avec la langue bretonne. Après, moi je suis pour qu'on revendique les langues régionales comme on peut revendiquer le drapeau.
Bien sûr. Tu vois, là aujourd'hui, Le tu m'as drapeau, dit, d'ailleurs, je qu'on suis a né avec mon aujourd'hui, drapeau oui. breton, je suis fier du drapeau breton, comme je suis fier de mon drapeau français, tu vois, et on le voit aujourd'hui avec les JO, encore une fois, tu as les drapeaux français partout, et tu regarderas, tu auras toujours un drapeau breton. Les Oui. Bretons, on est partout. C'est pour ça, c'est que la Bretagne ne peut pas être inconnue d'un Français. Je pense qu'il y a peu de gens qui doivent connaître l'existence d'un patois ou d'une langue du Languedoc. Par contre, le breton, la Bretagne, ça on la connaît Bah, et ils se font connaître. Bah, on se fait connaître pourquoi? Parce que déjà, on est breton, on est des gens sociables. Oui. Un peu n'importe où on va, peu On importe, le à la voit limite, à votre voilà, boisson tu déjà, vois, hein. avec modération. Avec On est connu modération, pour quoi, toujours. le breton? On est connu pour être têtu, ça, tu me connais, tu le sais. On est connu pour être alcoolique, avec modération, mais comme j'ai toujours dit, en Bretagne, les soirs d'hiver, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on boit un coup, c'est normal. Ici, on boit le pastis, hein, c'est pareil, hein, l'apéro, on parle du rosé, du pastis. Je ne te ferai pas de leçon. Voilà. Mais tu vois, c'est ça. Et puis de toute façon, voilà, être français, c'est quoi? C'est partager un bon moment autour d'une table, autour d'un verre. Ça, tout le monde le fait, tout le monde le sait. Ici, c'est le pastis, c'est les olives. En Bretagne, bah, c'est le souchène, le cidre, et voilà. Et puis c'est intéressant aussi de parler de ça parce qu'on voit que toi, enfant du nord-ouest, moi, enfant du sud-est, on a la même relation avec nos langues régionales. Moi, ma langue régionale, je ne la connais qu'à la base par ma grand-mère, qui en sortait quelques expressions parfois de temps en temps et souvent sous le coup de la colère. Bah, justement, donne-nous toi aussi quelques exemples de mots provençaux, si tu en connais quelques-uns. Alors, j'en connais et puis il faut les remettre dans leur contexte. Par rapport à ce que je disais sur ma grand-mère, c'était souvent quand elle n'était pas contente, elle nous traitait de chiapacans. Alors les chiapacans, ça vient de l'italien parce que bien sûr on a une relation étroite avec l'Italie. Le chiapacan, ça vient de l'italien qui veut dire attrapeur de chiens. Parce que les attrapeurs de chiens qui étaient souvent d'ailleurs, il me semble, dans les décharges, étaient faiblement habillés, avaient faible allure. Donc traiter quelqu'un de chiapacan, c'est pas quelque chose de très glorieux. Donc ça, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui, qui traitait les gens qu'elle n'aimait pas trop, ou sous le coup de la colère simplement, de chiapacan. Mais on a tous un petit peu cette envie de faire renaître les langues régionales, sans forcément la parler. Donc c'est intéressant de faire le lien entre ce provençal et ce breton, qui a à peu près cette même histoire. On sait qu'il existe, on ne sait pas trop forcément à quoi il ressemble quand il est parlé. On a quelques impressions, quelques phonèmes, quelques prosodies de cette langue, mais ça s'arrête là. Et c'est un sujet, je pense, qui devrait être creusé un peu plus. Ouais, mais c'est ça. Et dans cette émission pourraient venir certaines personnes qui maîtrisent encore plus ce sujet, Oh oui, il y en a que j'en ai en tête, notamment des Provençaux, qui se reconnaîtront sûrement, pour traiter des sujets des langues régionales qui sont très importantes pour moi d'ailleurs. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison de le revendiquer. Il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier son passé. Et voilà, il y a beaucoup de mots aujourd'hui en français qui sont originaires d'une région ou d'une autre. Et vraiment, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc encore une fois, merci à mes grands-parents et à tous les papis et mamies de continuer encore aujourd'hui et même les villes et les villages qui, je sais qu'il y a quelques villes en Bretagne, des écoles, hein, comme on dit, les réfractaires, les Gaulois, hein, qui viennent de là-bas, hein, les pays celtes, qui encore aujourd'hui apprennent le breton à l'école. Et moi, je suis vraiment pour ça. Bon, je n'ai fait pas partie de cette génération qui a appris breton à l'école. Mais voilà, je sais que mes neveux, mes nièces, si demain je les entendais dire 2-3 mots en breton, ça ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Comme aujourd'hui, même si ce n'est pas dans le programme commun de l'éducation nationale, il y a certains établissements où le provençal est enseigné, notamment, je crois, au lycée Thiers, où le provençal est enseigné. Tu as aussi les petits mots, comme moi, quand je suis arrivé ici sur Marseille, et qu'on me disait ah tiens, par exemple, pour venir jusqu'ici, tu prends telle petite route. Bon, nous, en Bretagne, on ne parle pas de petite route, on parle de ribine. Ah bah tiens, tu arrives à machin, et puis tu prends la ribine. Ah, la ribine. Aujourd'hui, je suis arrivé ici à Marseille, je dis bah t'habites où? Ah bah tu prends la ribine. Là, quoi? C'est bien de me le dire pour le jour où je vais en Bretagne. Ah voilà, la ribine, si tu entends quelqu'un te dire tiens, donne-moi si tu entends ta copine te dire donne-moi mon sardu, c'est donne-moi ton sac. Voilà, le sac à main, le sardu. Tu vois, donc c'est plein de petits mots comme ça qui sont dans le vocabulaire quotidien du breton que j'entends plus ici. Mais voilà, si un jour il faut parler breton en Provence, on essaiera de le faire. On a des étendards ici. Oui. Après, mais voilà, mais même pour revenir sur le provençal, franchement, c'est bien. Et on le voit avec, par exemple, les bandes dessinées de Marcel Pagnol qui
toutes sont traduites aujourd'hui en provençal. Franchement, pour la nouvelle génération qui arrive, c'est bien. Comme je l'ai dit encore une fois, malheureusement, je ne parle ni le provençal ni le breton, mais de voir que ça se fait et que ça existe, et de voir aujourd'hui de jeunes enfants bretons, provençaux lire des livres dans leur langue régionale, moi ça j'adore. C'est vrai que ça augure du bon, je trouve, pour la préservation de nos langues, qui sont importantes. Ah bah oui, c'est important. Hein. Et- Moi je me souviens de quelques manifestations en Bretagne qu'on fait, c'est souvent le premier dimanche de juin à Plougastel. Daoulas, mais encore une fois chez les grands-parents. Hein. À croire que je n'ai vécu que chez mes grands-parents. Mais... Non, mais mes parents, ils sont bretons, mais ils ne parlaient pas breton. Et voilà, après, bah, tu sais, les parents, bah, ils sont au travail. Voilà. Donc j'ai passé mon enfance aussi chez les grands-parents. Et même encore aujourd'hui, quand je rentre en Bretagne pour aller voir la famille, je vais, c'est l'escale. Il faut que j'aille chez mes grands-parents, voir mon grand-père, ma mamie. Et même quand ils viennent à Marseille, il faut qu'on se voit. Et là, tous les premiers dimanches du mois, ils font à Plougastel ce qu'on appelle la fête des fraises, où tu as le défilé avec la cornemuse, le biniou, les danses bretonnes, les tenues, tu vois. Même on parle de la langue, mais il y a aussi les tenues. Tu vois, ici en Provence, il y a la tenue, en Bretagne aussi. Et, tu vois, c'est des traditions. Tu vois, on parle du village provençal où tu as la mairie, le boulanger, le boucher, la fontaine, et voilà. Ça décrit Avec, plutôt bien les les villages du coin. Oui. Voilà. Je En te Bretagne, conseille. tu avais quoi? Tu avais l'église avec ses maisons avec les ardoises, parce qu'en Bretagne, il y a l'ardoise, enfin tu vois, la forêt de Brocéliande, enfin voilà, il y a plein de choses en Bretagne. Encore une fois, je ne vais pas faire la promo de la Bretagne, mais voilà, si vous connaissez une Oh, mais région que vous ne tu peux, connaissez pas, tu as commencé à la faire à ah côté de toi d'ailleurs, bah la promo de écoute, la Bretagne. bah là, il y a que du breton. Hein. Là, on est sur du breton. Aujourd'hui, on Donc accueille voilà, mais vraiment, c'est une en région à enclave. découvrir. Alors oui, c'est vrai, il pleut beaucoup, mais il y a un proverbe hein, en Bretagne qui dit « En Bretagne, il ne pleut que sur les cons ». C'est-à-dire qu'ici, on est plutôt bien lotis quand même. Ah non, mais c'est ça. C'est un dicton qui existe. Voilà. Donc, ok, en Bretagne, mais il faut savoir qu'on a ici, on a le soleil toute la journée. En Bretagne, on a le soleil plusieurs fois par jour. Voilà. Mais on a un petit peu de C'est pluie. pas- On a toutes les saisons dans une seule journée. D'ailleurs, pour ceux C'est vrai. pour ceux qui connaissent, hein, il y a le pont de Plougastel, hein, qui s'appelle le pont de l'Iroise, qui sépare Brest et Plougastel. D'accord. Et mon grand-père avait toujours dit, il dit toujours, voilà, quand tu vois le pont de Plougastel, quand tu le vois, c'est qu'il va pleuvoir. Quand tu le vois plus, c'est qu'il pleut. Donc voilà, donc ça te résume très bien le climat en Bretagne. Voilà. Tout à fait. Le climat en Bretagne, il a bonne réputation aussi. Mais dès qu'on commence à sortir du midi, de toute façon, Ah bah le nord, c'est Aix. Hein. ah là, encore si on est gentil, maximum Avignon. Mais après Avignon, parce que bon, Avignon a quand même encore, je crois, quelques traditions. Mais et puis en général, quand on a le palais des papes et qu'on peut dire que c'est provençal, on se sert. Mais mais bon, c'est vrai qu'il y en a dès qu'on passe Cuges-les-Pins, c'est terminé. Ah bah ça. Alors qu'en Bretagne, c'est partout où tu es, tu es en Bretagne. Même à Paris, on est en Bretagne. Hein. Ah, mais il faut bien aller chercher le Mont-Saint-Michel. Hein. Alors là, attention, parce que le Mont-Saint-Michel... Alors vas-y, explique-nous. Oh, Donne-nous bon, une bah, tiens, réponse moi, sur ce Mont-Saint-Michel. je ne vais pas faire de débat, mais comment on appelle ça, de conflit, mais géographiquement, si tu regardes, le Mont-Saint-Michel, il est en Bretagne, Mais parce qu'il appartenait aux Bretons. je sens un mais quand même. Oui, non mais après moi, tu sais, après qu'il soit breton, normand, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des amis en Normandie, on s'entend très bien, on boit aussi du cidre, donc pour te dire, bon, à croire que dès qu'on s'entend bien avec les gens parce qu'on boit un coup, non, c'est pas ça. Mais c'est que voilà, on aime le partage en Bretagne et ça fait partie de ça. Mais tu regardes géographiquement, le Mont-Saint-Michel, il est en Bretagne. Mais aujourd'hui, financièrement, il appartient aux Normands parce que les Bretons l'ont vendu aux Normands parce qu'à l'époque, c'était voilà, un vieux monastère qui coûtait de l'argent au niveau d'entretien. Ça a été acheté par les Normands qui en ont fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le Breton, qui est un petit peu jaloux, se dit bah ouais, mais la base, le Mont-Saint-Michel, il est à nous. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, ça serait mieux chez nous. Mais en tout cas, géographiquement, il est en Bretagne. Moi, je le donne gentiment et cordialement aux Normands, il n'y a aucun problème. En tout cas, nous, on a de la chance, on n'a pas d'autoroute. Donc, quand vous roulez en Bretagne, ça ne coûte pas d'argent, c'est très bien. On appelle ça la voie express en D'accord. Bretagne. Ici, on appelle ça la rocade, l'autoroute. Dès que ça atteint 110, c'est l'autoroute ici. Bah, chez nous, c'est la voie express. Pour aller à Quimper, tu prends la voie express. C'est 90 tout le long. C'est après, tu as un petit moment où c'est à 110, tu prends la voie express. Tu vois, c'est express, tu vois. Il doit y avoir des pressés quand même sur la route. Hein. Je pense qu'on fait venir un Provençal, on l'emmène là-bas. Je pense que
Bah ici, ici au niveau conduite, c'est vif, hein, très, très, très tendu, hein. Même mon père me le dit, hein. Il dit, dès qu'on sort de Marseille, Florian, t'es calme, tu conduis bien. Dès qu'on passe Marseille, on a l'impression que là, on met un autre Florian à la place, t'es tout en deux. Bon, voilà, ils sont nerveux, les Marseillais. Mais des fois, on a envie de dire en Bretagne, avec toute l'amitié que j'ai pour eux, bien évidemment, des fois, on a envie de dire, bon, appuie sur le champignon un peu quand même, parce que voie express, c'est express, justement. Donc accélère un peu. Normand ou breton, nous, on regarde ça avec des pop-corn. On regarde un peu vous disputer. Nous, de toute façon, on en est loin. C'est comme le débat. Nantes, Nantes, c'est en Bretagne ou c'est pas en Bretagne? Quand tu regardes les matchs de foot, et voilà, je pense que vous l'avez remarqué, je suis fan de foot. J'adore le Stade Brestois. En Ligue des Champions l'année prochaine en plus. Ah, là, je Alors, suis bravo, fier. bravo. Franchement, Bravo les Là, Brestois. j'entends déjà les applaudissements derrière la caméra. Mais quand on dit Brest-Rennes, un derby, oui. Brest-Guingamp, un derby, oui. Brest-Nantes, un derby, non. Ah oui, Non. là-dessus, Non, Brest-Nantes, ça peut être un derby au niveau sportif, mais Nantes n'est pas en Bretagne. Même si on me dit, oui, mais il y a Anne de Bretagne. Oui, elle a vécu à Nantes, mais géographiquement peut-être, mais moi je ne pars du principe que non. Aujourd'hui, Nantes est en Loire-Atlantique. Mais tu as ceux, pareil, hein, et je l'entends, qui te diront, oui, mais géographiquement, Nantes est en Bretagne, mais est dans le département de la Loire-Atlantique. Mais moi, pour moi, Nantes n'est pas en Bretagne. Voilà. c'est intéressant à savoir. C'est des combats parfois qu'on ignore ici. Oh, mais des combats en Bretagne, il y en a beaucoup, hein. Surtout qu'en général, la tête des Bretons, il faut qu'elle marche droit. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, puisqu'on boit de magnifiques boissons. Et j'allais te demander, ici, on a notre Longomai. Est-ce que vous avez un petit mot, vous, chez vous, on dit Et comme on dit chez nous, Yeremat. Yeremat. Voilà. Hop là. Encore une fois, à consommer avec Modération. modération. C'est qui modération? Le voisin. Ah voilà, c'est bon. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi, manger du queen d'amande, boire un petit verre de cidre avec le son des cigales au soleil. Bon, qui s'est caché lui aussi, mais franchement, c'était Et sympa. c'est grâce à ce Kunyaman qui est d'ailleurs rapidement parti de mon côté, on va le dire, ce qui est plutôt flatteur. Ah ben mange, mais je te Qu'on- promets que la prochaine fois, je Qu'on te ferai un queen découvre d'amande maison. qui que tu es breton, parce que je pense que pas mal de personnes qui ont travaillé avec toi l'ignorent. Enfin, c'est pas- bon. Oh, c'est dur de Je pas le savoir sais que parce je suis que je breton. suis un Déjà par mon super- caractère, on sait que je suis breton. Ouais, après des têtus ici, on en a des beaux aussi. Mais dans un salon du livre, Florian Alain, qu'est-ce qu'on voit de lui? Et là, paf, il a disparu, il est là, on le voit, hop là, Florian est là, il est plus là. Mais en réalité, c'est rare d'avoir ces moments où on peut se dire, mais qui est vraiment cette personne qu'on voit, dont on voit le travail, mais qu'on ne connaît pas réellement? Et les futurs invités de cette émission, ce sera pareil. On les verra assis sur une chaise, on se dira, ah, lui, je le connais, mais est-ce que je le connais? C'est pour ça que cette émission existe. Et ben, j'espère que les gens me connaîtront et auront une belle image de moi en tout. Parmi tous les arts qui existent, il y en a deux qu'on arrive souvent à relier l'un avec l'autre. C'est la littérature et le cinéma. Souvent parce qu'on voit au cinéma des films qui sont inspirés de livres. Toi qui gravites autour des livres, est-ce que du coup tu n'as pas une petite attirance naturelle vers le cinéma? Peut-être envie aussi de faire des petits événements sur le cinéma? Est-ce que c'est un projet là-dessus? Ah, alors, est-ce que c'est un projet? Faire du cinéma, j'ai envie de te dire, bon, sans citer personne, je pense pas que ce soit un projet de faire du cinéma. Mais pour ceux qui me connaissent voient que voilà, moi je suis quelqu'un d'assez, je suis quelqu'un de naturel. Voilà, moi je me cache pas derrière, je suis quelqu'un de naturel et normal. Voilà, je me cache pas derrière une façade en disant il est comme ci avec un tel, il est comme ça. Je suis normal, comme dirait un ancien président. Mais j'adore faire rire, j'adore rigoler. D'ailleurs, j'ai une page TikTok. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu as une petite page TikTok où tu reprends quelques petits extraits de cinéma. Oui, ça m'arrive de prendre des extraits de cinéma, essentiellement de Funès, parce que j'adore Louis de Funès. Hein. Quand souvent on dit c'est qui ton acteur préféré, je dis j'adore Louis de Funès. Ouais, mais qui est vivant? Qui est vivant, il y en a plein. Moi j'adore Jean Dujardin, par exemple. On citait qu'un, parce que sinon la liste est longue, mais j'adore Louis de Funès. Voilà, parce que Louis de Funès est un acteur qui savait faire rire, mais en même temps qui dans la vraie vie était très 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 réservé. Puis il a eu un parcours de vie comme assez exemplaire. Voilà, le gars, il s'est fait connaître à 50 ans. Je veux dire, tu commences ta carrière au cinéma à 50 ans. Ouais. Voilà, moi, j'en ai 35. Tu me dis tout à l'heure, Florian, est-ce que tu as des projets? J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Lui, son rêve, c'était de faire du cinéma. Il a commencé pianiste. Il finit à faire du cinéma à l'âge de 50 ans. Et quand tu vois ses films, La Grande Vadrouille, la série Les Gendarmes, Oscar, Le Grand Restaurant, tu te dis, mais j'adore. Et puis bon, il avait ses mimiques, qui lui aussi a été inspiré de ses mimiques de sa grand-mère. Voilà, donc moi j'adore De Funès, donc régulièrement sur mon compte TikTok, je récupère des sons, extraits. pour ceux qui connaissent un peu TikTok, hein, tu récupères le son, t'en fais une vidéo, voilà, donc ça j'adore faire ça.
Maintenant, après faire du cinéma, j'ai envie de te dire pourquoi pas un jour. Si demain quelqu'un me dit tiens Flo, j'ai vu tes TikTok, est-ce que ça te dirait de tourner dans un film? Pourquoi pas? Si un réalisateur voit ça et qui cherche, Ah bah moi je suis ouvert à tout. Après j'ai envie de dire j'ai 35 ans, la vie est devant moi. Écoute, peut-être que dans 15 ans, tu perceras alors. Comme écoute, ton peut-être idole. que et pourquoi pas imaginer que mon livre soit adapté au cinéma et que je joue le rôle principal. Non seulement j'aurais écrit un livre et en plus j'aurais fait du cinéma. Et en plus, le réaliser peut-être. Eh Non. ben écoute, on verra. Pourquoi pas? Mais non, mais en tout cas, voilà, le cinéma, moi j'adore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voir beaucoup de livres adaptés au cinéma. Mais par contre, je reste persuadé qu'il faut toujours lire le livre avant d'aller voir le film au cinéma. Parce que j'en ai fait les frais une fois avec le film Labyrinthe. Ah J'ai oui. commencé à lire la série Labyrinthe, je me suis éclaté. J'ai été voir les films en me disant, bon bah voilà, vu que c'est tome 1, tome 2, tome 3, voilà. Et au final, au bout de la deuxième, t'es tout spoilé de toute la série. Et je sais que j'ai coupé là, donc... Après, voilà. Labyrinthe, t'es pas un petit peu, on va dire, amené pour un public un peu jeune à la base, le film? Non, après Peut-être que c'est c'est toujours un pareil. choix aussi de Tu sais, souvent on te production. dit le fantastique c'est plus pour les jeunes, ça c'est plus pour les anciens. Moi je pense pas qu'il y ait un style prédéfini pour les jeunes, les moins jeunes. Je pense que tout le monde peut lire de tout. Après ça plaît ou ça plaît pas. Moi je sais que personnellement je suis plus thriller. Je sais que la science-fiction au début j'avais dit je ne supportais pas, j'aimais pas parce que moi tout ce qui est robots, extraterrestres, franchement en film limite mais en livre pas du tout. Et pourtant j'ai lu des livres de science-fiction. Donc je peux dire Seven de Sarah Supplisson, encore une jeune auteure de la région, avec qui j'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est de la science-fiction, c'est apocalyptique, mais en même temps du réel, et j'ai beaucoup aimé. Donc tu vois, comme quoi il faut jamais dire jamais, mais voilà, non, moi je suis plus thriller, et au niveau des films c'est pareil. Moi tout ce qui est Alien et tous ces trucs-là, tu vois, c'est pas des films où je vais me bousculer pour les voir. Ça te Non, touche pas. non. Et donc, avant de terminer, avec tous ces livres dont tu fais la promotion par tes événements, si tu devais en recommander un, tu saurais le choisir? Ah, tu sais, Ou un auteur? là c'est comme demander à un Breton l'alcool qu'il préfère. Faut tous se tester pour savoir. Non, blague à part, non, non, c'est difficile de te dire ça. Je sais que si je dois répondre à la question de quel livre t'a fait pleurer, Oui, je te dirais un livre de Jacques-Laurent Amar, d'accord. Jusqu'où va l'amour, avec un grand A. Franchement, ça c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Je me rappelle, non seulement c'est émouvant parce qu'il me l'a offert pour mes 30 ans, avant qu'il soit sorti. Donc tu vois, j'étais un des premiers à le lire, et je peux le dire, d'ailleurs c'est marqué dans son livre, à la fin, des remerciements. Et c'est vraiment le livre qui m'a fait pleurer. Où j'étais dans mon lit, j'ai lu les livres, et j'ai C'est pleuré. fort quand même. Ah oui, pourtant moi pour me faire pleurer, enfin quoi que je suis assez émotif quand même, c'est mentir. Non, non, je suis assez émotif, mais c'est vrai que ce livre-là m'a fait pleurer. Après, qu'est-ce que j'aime bien comme livre? Moi j'aime bien tout ce qui est les romans historiques. Là en ce moment je suis en train de lire le livre d'Alexandre Murat, Mhm. qui est le tome 2 de Aranea, qui est Alexandre Murat, que peut-être que tu connais, qui est Oui. le descendant direct du maréchal Murat, qui était, on en parlait tout à l'heure, Napoléon, qui général de était avec Napoléon. Napoléon Ier. Donc voilà. Et donc voilà, c'est le descendant direct qui a eu en héritage de Napoléon. Donc Murat a eu de la part de Napoléon un aigle en argent qui était sur l'argenterie de Napoléon à Sainte-Hélène. Napoléon a donné ça à Murat, qui Murat a donné à son fils, qui a donné à Satan. Et en fin de compte, c'est arrivé dans les mains d'Alexandre Murat et qui a écrit un livre là-dessus. Donc tu vois, mélange thriller, historique, tout ça, ça c'est vraiment aussi un livre qui me plaît. Et d'ailleurs, en parlant de cinéma, si un jour Aranea peut être adapté en cinéma, si vous aimez ce genre de livre, Da Vinci Code, Oui. tu vois, tout ce qui est... je sais qu'Aranea se rapproche beaucoup de ça. Et ça, voilà, Da Vinci Code, par exemple, c'est le genre de film que j'adore. En tout cas, Florian, merci pour cet échange. Bah, merci à toi de m'avoir invité, merci à tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et c'est autour d'une assiette et d'un verre qu'on a appris à te connaître, Bah, enfin. Après tous ces événements, tous ces endroits où on te voit courir à droite à gauche, enfin on apprend à te connaître. Bah, merci à toi de m'avoir invité et merci aussi à tous ceux qui nous regardent parce que sans eux on ne serait pas là. Souvent les acteurs, les auteurs nous disent sans les lecteurs, sans les spectateurs on ne serait pas là, mais j'ai envie de te dire... Un auteur n'est rien sans son lecteur et dans ton cas, un organisateur d'événements n'est rien sans ses visiteurs. Mais c'est ça, donc vraiment merci à tous ceux qui nous regardent, merci à toi de m'avoir invité et longue vie à l'être aimé. Comme on dit chez vous, En tout cas, Yeremat, Yeremat. merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi Et d'être comme on venu. dit, Kenavo Avechal.